Bonjour à tous, je suis à la fois honorée et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vous, experts et intervenants, et vous tous derrière vos écrans, professionnels de santé, professionnels de la petite enfance, journalistes, institutionnels et peut-être parents. Autour de cette table ronde organisée par l'AFPA, en partenariat avec la Fondation pour l'enfance et Santé publique France, sur le thème « Interaction parents-enfants », comment les écrans s'interposent. Les écrans sont partout. Ils ont pris une place de plus en plus importante dans notre quotidien, place qui s'est encore amplifiée à l'occasion de la crise sanitaire récente et du confinement, avec le télétravail, les cours à distance, des enfants laissés un peu plus sur les écrans et parfois seuls. Vous l'observez partout sur le terrain. Les écrans sont omniprésents dans vos vies et dans celles des familles. Ils sont parfois présents dès la salle de naissance, le smartphone venant s'interposer dans la relation toute nouvelle entre la maman et son bébé. Mpédia, le site grand public de l'AFPA, reçoit des messages de la part de vous, professionnels, qui accompagnent les familles et qui se trouvent souvent démunis par rapport à la place envahissante des écrans dans l'environnement des enfants. Certains s'interrogent et se questionnent, expriment des inquiétudes pour le développement des enfants. En partenariat avec la Fondation pour l'enfance et Santé publique France, l'AFPA et Mpédia ont développé une campagne originale de sensibilisation des parents à l'importance des interactions avec leurs enfants. La meilleure application pour vos enfants, c'est vous. Vous avez pu la découvrir via une campagne d'affichage durant le mois de juillet. Il y a eu aussi une enquête menée auprès de plus de 2000 parents sur le vécu des habitudes de famille de jeunes enfants, de la naissance à 6 ans, durant le confinement, pour mieux comprendre les interactions parents-enfants et le rôle des écrans. Vincent Dennery, président de la Fondation pour l'enfance, débutera nos échanges en insistant sur le manque de repères des parents face aux écrans. Que signifie être en interaction ? Emmanuel Devouche, chercheur et spécialiste du développement du tout-petit, va tenter de répondre à cette question en insistant sur l'importance des interactions dès le plus jeune âge sur le développement de l'enfant. Puis je donnerai la parole à Catherine Saligné, pédiatre et past présidente de l'AFPA, qui nous plongera dans la vraie vie, en nous parlant de tout ce qui se joue très tôt autour de l'enfance et de la parentalité, avec l'importance de toutes les interactions vécues au quotidien. François-Marie Caron, pédiatre, également past-président de l'AFPA, notre référent écran à l'AFPA, nous présentera ensuite l'évolution de l'AFPA dans la problématique écran, en reprenant l'historique depuis les années 2000. Enfin, Thierry Cardozo nous expliquera comment Santé publique France accompagne concrètement les parents. Des kits écrans ont été développés grâce au soutien financier de Santé publique France par l'AFPA et Mpédia. Ils vous permettront d'animer des ateliers auprès des parents dans vos structures. Ces ateliers ont été testés dans les salons et depuis 1 an, ils sont proposés aux structures avec des retours très positifs. Marianne Marsalou vous présentera ces outils que vous avez peut-être déjà utilisés. Vous tous, professionnels de santé et de la petite enfance, vous jouez un rôle essentiel auprès des parents. L'objectif de cet événement est de vous transmettre informations, conseils et outils pour vous aider dans votre mission de pédagogie vis-à-vis des familles. Ritualiser les moments d'échange privilégiés, mieux identifier les situations quotidiennes durant lesquelles les écrans perturbent parfois ces interactions, partager en famille le temps d'écran. Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et des familles, s'est excusé de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il nous a bien assuré que la thématique des écrans lui tenait à cœur. Il me charge de vous transmettre ces messages. Je vais passer les petites diapositives. Donc, Monsieur Taquet partage avec nous le constat sur l'importance des écrans dans l'environnement des enfants et il nous dit bien, lui aussi, que la moitié des enfants de moins de 3 ans sont exposés à la télévision. Dans le rapport des 1000 jours,
La protection des écrans est incluse également et la commission des 1000 jours a demandé une réflexion accrue des concepteurs de logiciels en accord avec les connaissances scientifiques sur le développement du jeune enfant et une évaluation scientifique de ces mêmes logiciels. Et enfin, M. Adrien Taquet insiste sur le rôle important à jouer par les parents. Limiter l'accès des enfants aux écrans ne se résume plus à une surveillance intransigeante de la télécommande, mais un véritable accompagnement de la parentalité. Encore, M. Taquet nous dit « Notre rôle est d'accompagner les adultes en leur donnant des repères d'usage des médias clairs pour protéger les tout-petits, car les écrans ne peuvent en aucun cas remplacer l'interaction émotionnelle et affective avec l'entourage dont a besoin l'enfant. » Je vais passer à présent la parole à Vincent Dennery, président de la Fondation pour l'enfance. Merci. Alors, dans quel état d'esprit sont ces parents dont on a parlé, dont on va beaucoup parler aujourd'hui? Ils sont bombardés depuis plusieurs années de nombreux messages, parfois contradictoires, sur la question des écrans. Eh bien, pour le savoir, nous les avions interrogés il y a un peu moins de 2 ans, donc certes c'était avant le confinement, pour avoir leur ressenti, leur compréhension et leurs attitudes par rapport à la question des écrans. C'était l'objet en fait d'une étude que nous avons menée auprès de 500 familles, représentatives à peu près de la géographie et des familles en France. Et cette étude, c'est à moi de passer les slides, avait montré que les parents étaient largement désorientés face aux préconisations, un peu comme ce papa qu'on voit sur l'écran, avec ses 2 enfants déjà bien accrochés. Ils étaient désorientés face aux préconisations de toutes sortes qui leur étaient proposées. Certes, il trouvait très clair, très simple, mais un peu caricatural l'approche 3-6-9-12 qui ne correspondait plus tout à fait à leur pratique. Les 4 pas, c'était quelque chose d'extrêmement concret, mais c'était ressenti avant tout comme un enchaînement d'interdits. Les alertes proposées par le CAUSE en matière d'autisme, qui n'étaient pas fondées scientifiquement, avaient été jugées exagérément alarmistes. Et donc en fait, au-delà de ça, voyant que par ailleurs l'éducation nationale et un certain nombre d'acteurs leur proposaient des applications pour aider leurs enfants à apprendre, ils avaient peur d'une perte de chance numérique si leurs enfants n'avaient pas accès possible à des outils numériques. Et à cette époque-là, donc il y a un peu moins de 2 ans, n'étaient pas encore parues les recommandations officielles qui, je pense, font aujourd'hui consensus, qui sont les recommandations émises par le Haut Conseil de santé publique. Des enjeux donc pour l'enfant mal évalués par les parents, ce qui nous avait paru très intéressant et qui a été le déclenchement de tout le dispositif avec la campagne et les ateliers dont on va parler après, c'était que les parents nous parlaient surtout quand on les interrogeait d'une crainte que l'enfant dégrade sa santé, par exemple devienne obèse ou développe une forme d'addiction à l'écran en tant que tel, mais ils avaient une faible perception du risque développemental. Ils ne voyaient pas que l'enfant pouvait ne pas acquérir un certain nombre de compétences, de self-control, d'autorégulation, de développement du langage, des émotions. Et donc, en fait, ça mettait en évidence le fait que les parents connaissent en fait globalement assez mal, et la Fondation s'en est rendu compte dans d'autres types de sujets, comme celui des violences éducatives, les lois fondamentales du développement cognitif et émotionnel de l'enfant, et ça ne les aide pas du tout à ajuster leur comportement et à suivre leur enfant. Voilà. Ils sous-évaluent le rôle des interactions parents-enfants, où ils le craignent aussi en tant que tel, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas forcément bien le gérer. Et ça, c'est aussi l'objet d'une autre étude qui avait été menée, qui montre que les parents sont parfois en désarroi par rapport aux injonctions éducatives qui leur sont faites aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de repères, et ils ont aussi du mal, je termine là-dessus, à prendre conscience de leur propre attirance et de leur propre comportement vis-à-vis des écrans, ce qui joue aussi beaucoup dans leur comportement. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on a déclenché donc ce dispositif avec l'AFPA et Santé publique, et que ça fait l'objet de cette campagne qui valorise le rôle des parents et qui a été menée grâce au concours et aux subventions de JCDecaux et de Google France. Et je passe la parole à Emmanuel Devouche. Merci Vincent. Bonjour, je suis très honoré d'être ici pour représenter on va dire la recherche sur la communication précoce, l'interaction précoce, et
Je vais vous parler des interactions chez le jeune enfant, mon sujet d'étude depuis quelques années. Alors, la première question que j'ai souhaité poser, peut-être pour la partager avec vous, c'est est-ce qu'on sait ce que c'est qu'être en interaction? La réponse que j'aurais tendance à apporter de mon point de vue de chercheur et par les connaissances que j'ai pu acquérir au travers des études qui ont été publiées sur la question, on trouve plusieurs façons de le présenter. Interagir, c'est agir avec l'autre, c'est partager, c'est se synchroniser, c'est être complice. Il y a plusieurs façons, voilà, on a plusieurs définitions, mais on voit bien que dans cette interaction, il y a toujours la prise en compte de deux personnes. Et toute l'histoire de l'interaction, c'est comment ces deux personnes vont arriver à se connecter l'un à l'autre. Être en interaction, interagir, c'est se connecter à autrui et se rendre compte qu'autrui est connecté à soi. Il y a plein de façons d'être connecté. On peut se connecter en se parlant, se regardant, se touchant. On peut lire un livre ensemble, jouer à un jeu. Toutes les activités du quotidien, y compris les soins de nursing, changer un enfant, sont des moyens ou des moments privilégiés pour être connecté et développer une interaction et une connaissance de l'autre. Toutes ces façons d'interagir ont en commun que l'on partage un moment avec l'autre et que l'autre partage, et on perçoit que l'autre partage un moment avec soi. L'un des apports vraiment très importants de la recherche sur les dernières décennies, c'est la connaissance qu'on a sur le nouveau-né et sur ses compétences. Dès avant la naissance, on sait que le bébé se prépare à entrer en interaction. Dans sa vie anténatale, les 5 sens qui le caractérisent, goût, odorat, vision, audition, toucher, sont fonctionnels à des degrés divers dès 28 semaines de gestation. Ils se sont développés, ils ont appris à fonctionner ensemble, si bien que à la naissance, la perception est déjà multisensorielle et les sens sont en éveil. On sait par ailleurs que le fœtus est capable d'apprendre par association, qu'il perçoit la contingence des événements et qu'il possède une sensibilité au rythme. Et toutes ces compétences, elles vont servir sa capacité à entrer en interaction dès les premiers jours. Donc dès la naissance, le bébé peut interagir. Parmi les grandes découvertes qu'on a pu faire, certaines remontent aux années 70-80, on sait par exemple que le nouveau-né reconnaît et préfère la voix et l'odeur de sa mère. C'est une orientation naturelle qui se met en place dès les premières minutes de vie. On sait également que le nouveau-né préfère regarder un adulte qui le regarde en lui parlant, plutôt qu'un adulte qui lui parle sans le regarder. On a pu également mettre en évidence qu'il préfère regarder un adulte qui lui parle d'une façon adaptée, on peut dire qu'il lui parle bébé, plutôt qu'un adulte qui lui parle adulte. Et enfin, ce que j'ai voulu mettre en avant aussi, cette capacité du bébé à vocaliser en rythme, dans une temporalité très très fine, avec son père ou avec sa mère, pour les dernières recherches qui ont pu être réalisées sur la question. Évidemment, ces compétences du nouveau-né, elles ne cessent de se développer. Il n'est pas d'emblée capable de grandes interactions, mais il est très équipé pour pouvoir y prendre part. Et ces compétences vont progresser au cours des expériences quotidiennes. Le nouveau-né, le très jeune enfant va utiliser à la fois son corps, ses yeux, ses mains, ses expressions pour pouvoir entrer en communication et développer sa capacité à interagir avec tous les partenaires de son quotidien, quel qu'ils soient. Avant les mots, le bébé arrive à exprimer ses besoins, ses désirs, parce que son entourage est attentif et va chercher à le comprendre. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont construire ensemble ce quotidien, et interagir, c'est construire ensemble le temps quotidien, ce temps partagé. Avec les mots et le langage, à la fin de la deuxième année, le jeune enfant découvre de nouvelles façons d'interagir, mais a toujours besoin de l'autre pour le comprendre et pour partager son expérience quotidienne. Et il en sera ainsi tout au long de la petite enfance et de l'enfance. On sait également que dès la naissance, le bébé cherche à être en contact avec les autres et s'intéresse à ce qu'on lui dit. On est très nombreux parmi les chercheurs de la petite enfance à partager une conviction profonde que le bébé est naturellement curieux et motivé pour être avec, et que cette motivation, cette curiosité sont des puissants moteurs pour accomplir ce programme de développement très chargé qu'on lui connaît, parce qu'évidemment on voit le nombre d'acquisitions qui caractérisent cette période de la vie. Ce désir d'être complice, de partager, est alimenté par l'attention que l'entourage lui porte.
C'est donc un développement en interaction. Le bébé humain est très dépendant de son entourage, vous le savez, pour ses besoins physiologiques, mais également pour découvrir le monde qui l'entoure. Ces interactions précoces représentent alors le berceau des acquisitions sociales et cognitives, parce que le développement se fait en interaction, avec le contact de l'autre. C'est au travers de ces échanges que avec les autres que le bébé apprend, découvre, expérimente, motivé par une curiosité insatiable, accompagné par ses parents, son entourage, et exploitant ces nombreuses compétences perceptives et d'analyse que la recherche a pu mettre en évidence. Une interaction de qualité se construit au fil du temps. Elle nécessite d'être attentif, de comprendre les désirs et attentes de l'autre, de comprendre son ressenti émotionnel. Elle nécessite d'être à l'écoute, de s'ajuster, de s'adapter à chaque instant à l'autre, et elle nécessite de se synchroniser et surtout de vivre le même temps social. Alors le bébé, on sait qu'il apprend vite à faire tout ça, mais l'adulte, toute la question se pose sur voilà, une interaction de bonne qualité pour un bébé, c'est évidemment repose aussi sur un partenaire qui soit disponible dans tous les sens du terme, psychiquement, physiquement, à l'écoute, qui s'ajuste et qui vit avec le bébé le moment présent. Interagir, c'est donc créer un espace pour se rencontrer. Et dans cet espace, les deux partenaires, le bébé, l'adulte, le grand frère, la grand-mère, vont construire ensemble une expérience partagée qui va être ponctuée de moments où on arrive à se rencontrer et puis du moment où c'est un peu plus difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces moments de rencontre, ils vont construire une mémoire interactive commune qui va être très émotionnelle au début, qui sera constituée d'émotions qui vont être vécues et partagées. Donc, qu'est-ce que ça signifie être en interaction? Je pense que je fais un peu le point. C'est s'ajuster à l'autre à chaque instant. En quelques millisecondes, c'est très rapide. C'est partager des émotions, c'est se construire une mémoire collective. Et évidemment, seul être humain peut remplir ces exigences parce qu'être connecté à l'autre, c'est très différent de se connecter à un écran. Alors, un petit mot sur les recommandations du Haut Conseil en santé publique qu'a évoqué Vincent juste avant. On trouvera dans le rapport qui est disponible sur Internet, sur le site du ministère, les recommandations principales. Avant 3 ans, accompagner les enfants à l'utilisation des écrans avec interdiction lorsque les conditions d'accompagnement ne sont pas réunies. Avant 5 ans, pas d'exposition à des écrans diffusant des images en 3D. Et quel que soit l'âge de l'enfant, de l'adolescent d'ailleurs, pourrait-on dire, la présence d'écran dans la chambre est à interdire. De manière générale, aucun écran ne doit être allumé et ou utilisé une heure avant l'endormissement. D'autres recommandations sont également proposées dans le rapport. Une utilisation régulée, bien sûr, avec un équilibre entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit, pour que l'enfant consacre du temps à d'autres activités. Et pour les parents et les encadrants, l'enjeu est d'être capable de repérer les signes d'alerte d'une utilisation excessive et de ne pas hésiter à s'appuyer sur les professionnels pour pouvoir faire face lorsque ces signes se manifestent. Voilà, je vais conclure. Peut-être le dernier mot, je dirais qu'il faut préserver, en tout cas c'est le point de vue, oui, il faut que je mette la dernière diapo, préserver, sanctuariser du temps chaque jour avec votre enfant, même 30 minutes, et être 100% disponible pendant ce temps. Voilà, la meilleure application pour votre enfant, c'est vous, c'est le lieu de la campagne. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je suis chargée de vous parler des interactions au quotidien. Emmanuel vous a parlé de tout ce qui devrait être et je vais vous parler de ce que vous pourriez parler aussi bien que moi, c'est-à-dire ce qui est en fait et ce que nous observons tous dans notre travail d'accompagnement auprès des enfants. Vous connaissez tous beaucoup de petits Clément que j'ai connu il y a 2 jours. Sa maman l'allaite de façon exclusive et Clément est chez une assistante maternelle depuis 1 mois et refuse absolument les biberons et pleure toute la journée. Sa maman me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui dis que c'est un petit peu normal, il faut qu'il s'habitue, mais 1 mois, ça me semble un petit peu long, donc je demande si l'assistante maternelle a vraiment beaucoup de patience et j'apprends ce matin dans le train, ce qui m'a fait rajouter cette diapositive, qu'en fait, il n'est jamais dans les bras de l'assistante maternelle parce qu'il ne faut pas qu'il prenne de mauvaises habitudes et que c'est elle qui commande, ce sont ses mots. J'apprends que ses parents ne sont jamais rentrés chez elle, qu'ils lui donnent Clément devant la porte et qu'ils le récupèrent devant la porte le soir. Donc des situations comme ça, vous en connaissez beaucoup.
Et c'est ça qu'il faut travailler avec les familles et se rendre compte de l'enjeu qui est pour les parents d'être parents et d'avoir un enfant. Un enfant seul, ça n'existe pas. L'enfant doit faire le travail de grandir, de devenir un adulte en bonne santé. Et les parents doivent le protéger. C'est ce qu'ont fait les parents de Clément, puisque hier soir, ils ont quitté l'assistante maternelle pour en trouver une autre. Les parents doivent l'éduquer, c'est-à-dire l'amener dehors, c'est-à-dire à devenir un grand et à quitter le foyer. Et pour cela, il faut qu'il y ait entre eux une interaction constructive. Et comme l'a dit Emmanuel, une interaction, c'est réciproque, c'est-à-dire qu'il faut que les parents sachent observer l'enfant, mais l'enfant doit aussi être en capacité d'interagir et de provoquer cette interaction, et on verra comment. Et tout cela se passe le plus favorablement possible entre 0 et 6 ans, mais surtout dans les 1000 premiers jours. C'est ce qui a motivé la commission des 1000 jours. À partir de 6 ans, l'enfant est capable de penser un petit peu plus par lui-même et d'avoir à faire ses propres choix. C'est difficile d'être parent. Il y a 2 piliers importants. Amener l'enfant à un bon équilibre psychique qui lui permette de s'attacher de façon sécure pour pouvoir ensuite avoir des relations sociales adaptées. Et ça demande de la part des parents, comme l'a dit Emmanuel, proximité et disponibilité dans l'écoute et dans la confiance mutuelle. Les parents doivent aussi apprendre à l'enfant à faire des acquisitions, qu'elles soient cognitives ou qu'elles soient motrices, puisqu'on sait l'intérêt et l'importance de l'activité physique. Et tout ça se passe par l'exemple, l'accompagnement et encore une fois le partage. L'enfant d'aujourd'hui est un enfant précieux. Il y a le droit à l'enfant. Il est rare maintenant qu'un enfant soit spontané, oui, c'est rare. Beaucoup d'enfants sont réfléchis. Et souvent, leur naissance est médicalement accompagnée. Et on est passé de la constatation que le bébé était une personne il y a à peu près près de 40 ans, au fait que maintenant, on doit élever cet enfant sous le régime de l'éducation positive, c'est-à-dire être très attentif, et j'ai envie de dire trop attentif à ses besoins. L'enfant est au centre des préoccupations. Il est l'enjeu de performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et il est de plus la cible de tout un marketing de puériculture et la victime presque, on va le voir. Donc l'enfant est un enfant précieux au centre de préoccupations importantes de la part des parents. Et le challenge des parents, c'est de réussir cette famille idéale telle qu'on la leur présente dans les médias, telle qu'ils doivent la montrer à la famille et aux voisins. En même temps, ils sont complètement isolés, c'est pour ça que notre rôle et votre rôle est important. Et ils sont soumis au rythme infernal de leur profession et aussi au rythme infernal de leur vie personnelle, puisqu'en même temps, il faut qu'ils fassent du sport pour leur santé, qu'ils mangent bio, qu'ils aillent faire des courses à tel endroit et pas à tel autre endroit. Et tout ça est une charge mentale très très importante pour des parents, alors qu'ils devraient être, comme l'a dit Emmanuel, à l'écoute des besoins de leur enfant. Jusqu'à très souvent et trop souvent, la rupture du couple qui concerne un parent sur 2 et donc beaucoup d'enfants. Et ce que l'on observe, ce que vous observez dans votre travail d'accompagnement des familles, c'est cette absence de manque de temps pour expliquer, pour partager. Par exemple, en consultation, vous l'avez vu et vous le voyez dans votre travail, il est fréquent qu'on voit des parents rhabiller leur enfant en consultation sans même avoir le temps de lui parler et de lui expliquer qu'est-ce qu'il fait là, alors même que d'autres parents seront très, très explicatifs vis-à-vis de leur enfant. Combien de fois des parents disent à un enfant dans la journée « dépêche-toi » ou « attends » quand leur enfant leur pose une question. Alors on lit des livres, oui, on lit le soir, c'est sanctuarisé, mais qui lit un livre dans l'après-midi? Alors on inscrit l'enfant au baby-gym, au baby-sport, à l'éveil musical, et on lui fait faire de la cuisine, surtout des gâteaux. Mais est-ce qu'on lui apprend à éplucher une carotte? Est-ce qu'il partage vraiment la gym en courant dehors avec les parents plutôt que d'aller dans un club? Et puis il y a toutes ces prothèses de bébé, ce que j'appelle les prothèses, ce qui remplace les parents. La sucette qui remplace le sein, le doudou, l'écharpe, la balancelle, le magnétoscope, la télé. Et beaucoup d'enfants sont agités, hyperactifs et souvent en colère dans cette zone infernale, de cette roue infernale de la vie des parents et de tout le monde. Je vous ai mis là 2 exemples de prothèses de bébé. Ce n'est pas à peine de lire le mode d'emploi de cette balancelle, mais vous comprenez bien qu'elle balance
d'avant en arrière, de droite à gauche, de haut en bas, et qu'en même temps, elle a 7 programmes de musique, y compris une clé USB sur laquelle on peut mettre la voix de la mère. Donc la maman peut partir, l'enfant a sa prothèse. Où est l'interaction, Emmanuel? Où est l'interaction? De même, cette grande fille, qui n'est pas un petit bébé, hein, c'est une grande fille, mais qui écoute une histoire, le petit chaperon rouge peut-être, dans la boîte à musique. Alors ce que vous observez tous dans votre travail avec les parents, et ce qu'il nous faudrait amener à réfléchir avec eux, c'est certaines situations. Par exemple, il pleure beaucoup, sauf qu'il est dans mes bras. Mais est-ce qu'on dit aux mamans, aux papas que le congé est fait pour les bébés et non pas pour eux, et qu'il faut qu'ils soient disponibles et à son entière disposition? Il ne fait pas encore ses nuits, mais est-ce qu'on peut amener les parents à réfléchir que c'est un tout petit bébé et qu'il faut du temps et du temps pour qu'il arrive à faire ses nuits? Il ne joue jamais tout seul, mais est-ce qu'on peut réfléchir aux besoins qu'il a de partager, et est-ce qu'on lui donne assez de temps pour qu'il ait envie de jouer un peu tout seul, parce que le reste du temps on joue avec lui? Il n'écoute rien, j'ai beau lui dire ce que je veux, il n'écoute rien. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce qu'on explique calmement les choses qu'on veut obtenir de lui? Il est lent, il fait tout très très lentement, mais est-ce que je respecte son rythme? Un rythme d'enfant, ce n'est pas un rythme d'adulte. Il n'aime rien au repas, mais est-ce qu'il mange en famille? Il est très agité, il est très très nerveux, mais quel rythme je lui fais subir, et quelle est ma vie, et quel est le rythme de vie de la famille? Il fait beaucoup de colère et de caprices, mais est-ce que j'essaie de le comprendre? C'est un enfant. Est-ce que je suis suffisamment bienveillante tout en restant ferme? Il a toujours envie de la télé ou de la tablette, mais qu'est-ce que je lui propose en échange? Et en rentrant à la maison, le soir, il ne fait que des bêtises. Mais est-ce que nous avons pris le temps des retrouvailles? Voilà, de quoi a besoin l'enfant? L'enfant a besoin d'avoir une place, mais il a besoin d'être à sa juste place. Il est l'issue d'un couple, il est issu d'un couple et il n'est pas le mobile d'un couple. Il a son importance, mais il n'est pas l'élément principal de la famille. Il a besoin de proximité et de disponibilité pour s'attacher, pour devenir indépendant plus tard. Il a besoin de partage direct, avec tendresse, parole, jeu. Il a besoin de confiance, il a besoin d'exemple, il a besoin de bienveillance, mais aussi de parents confiants pour être capable d'être assez ferme. Et il a besoin de temps, beaucoup de temps. Et c'est ce que j'appelle le temps de l'apéro. Quand on rentre le soir, est-ce qu'on prend le temps d'échanger? Alors bien sûr, on ne prend pas l'apéro, mais c'est ce temps convivial de partage dans le calme. Et c'est ce qu'a dit la commission des 1000 jours, dont tout le monde a parlé déjà. Elle dit que les parents ont surtout besoin de temps pour créer des liens d'attachement, et elle dit aussi que nous, les professionnels, avons besoin de temps à donner aux parents, de façon à ce que puissent se créer des liens et infléchir avec bienfait la trajectoire future et amener à construire une famille. Je vous remercie et je passe la parole à François-Marie Caron. Sinon, vous n'allez pas m'entendre. Merci Catherine. Donc en fait, nous pédiatres, les écrans sont rentrés dans notre problématique parce que la prévention, c'est quand même le cœur de notre métier. Et on est là surtout pour protéger l'enfant de l'agression, de l'agressivité que peut avoir la société. Et Dieu sait qu'on le voit dans plein d'autres domaines que les écrans. Et au tout début, on a commencé à s'intéresser aux écrans. C'est quand on a lancé notre campagne de prévention et de dépistage et d'alerte par rapport à l'augmentation de l'obésité. Et en effet, les écrans étaient très très présents puisque l'enfant est un cœur de cible et que l'enfant, il y a un harcèlement nutritionnel qui continue toujours actuellement malgré un nombre de réunions qu'on a eues à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout pour discuter, pour essayer de supprimer la publicité télévisée. Et on n'y est toujours pas arrivé. Donc ça a été un peu la première partie où on s'est occupé des écrans. Après, il y a eu la conférence de la famille où on a été invité. Là, on parlait plus de Internet, mais on a toujours un temps de retard par rapport aux écrans. Et on parlait d'Internet et on parlait du contrôle parental et que c'était très important de mettre en place des contrôles parentaux en oubliant un petit peu que c'était plus important surtout de dialoguer puisque tout contrôle parental ne suffira pas à éviter les dangers. Mais bref, on était là. Pédiatre, pour une fois, on était en train de discuter avec des gendarmes, avec tous les gens de la protection de l'enfance. On avait été invités, c'était très bien.
Et puis est arrivé 2007 où sont arrivées les chaînes destinées ça venait des États-Unis et destinées aux tout petits. Bien sûr, il n'y aurait pas de publicité, hein, puisque de toute façon, tout petit, ça ne marchera pas, mais au moins, c'est une façon de bien les accrocher aux écrans et après de pouvoir continuer et de les abonner aux futures publicités. Serge Tisseron, comme on a commencé à parler de lui à ce moment-là, puisqu'il a lancé une pétition et qui avait recueilli d'ailleurs 30 000 signatures, un moratoire contre la fabrique des bébés téléphages, et ce qui a amené le gouvernement à réagir et à créer une commission auquel on a été aussi conviés et à créer les fameux pas de télé avant 3 ans qui en fait démarrent à cette époque-là, en 2008, avec une loi au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est la protection de l'enfant par rapport aux écrans, et la télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Et puis, on a après relayé les 3, 6, 9, 12 dont on a parlé tout à l'heure. 3 ans, c'est pas de télé avant 3 ans, ou après ça a évolué, bien sûr, on a dit peu de télé avant 3 ans, et maintenant on n'est à pas d'écran non accompagné avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, pas d'Internet Internet seulement après 9 ans, et les réseaux sociaux seulement après 12 ans. Donc on a lancé une campagne, on a formé les pédiatres par rapport à tous les problèmes par rapport aux écrans et comment on va les accompagner en utilisant ces balises. C'était des balises pour les parents, c'était bien utile, assez pratique, c'était assez clair. On était très fiers parce qu'on s'était occupé des écrans, on avait réussi à mobiliser tout le monde, on avait des affiches dans nos cabinets, on en parlait aux consultations. Bref, on était très très fiers, mais... pardon, excusez-moi, les 3, 6, 9, 12 sont d'ailleurs connus dans beaucoup de pays. L'enfant et les écrans, c'était un avis de l'Académie des sciences qui avait été donné, où d'ailleurs on avait parlé aussi de 3, 6, 9, 12 et parlé de l'AFPA qui avait relayé cette campagne. Et puis on s'est dit, bon, maintenant qu'on est très fiers, on va aller regarder un petit peu ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'on a fait une enquête en 2016 pour aller voir auprès des parents, c'est-à-dire c'est une enquête qui a été relayée par MPedia, mais qui était aussi dans nos cabinets, en posant la question aux parents, comment vous avez appliqué ça, comment vous utilisez l'écran à la maison, en se disant, de toute façon, depuis le temps qu'on leur raconte que le 3, 6, 9, 12, ça doit être génial, c'est quand même des gens qui venaient voir des pédiatres ou qui allaient sur MPedia, tant qu'on imaginait que les réponses allaient être au moins un petit peu enjolivées, mais quelle ne fut pas notre surprise en voyant qu'un tiers des enfants de moins de 3 ans étaient devant la télé, dont 61% devant le journal télévisé, qu'il y avait un foyer sur 5 avec la télé qui était allumée en toile de fond en permanence et que 35% des enfants mangeaient devant la télé. Bon, après il y avait les écrans interactifs, parce que là on est devant un fameux écran passif, façon écran interactif, mais on s'est aperçu aussi que nos conseils étaient pas vraiment appliqués. Donc on s'est demandé ce qui se passait et est-ce qu'on n'avait pas pris une mauvaise cible, c'est-à-dire en donnant des recommandations par rapport aux enfants, en ayant complètement oublié les recommandations données aux parents. Et puis surtout que les parents, en fait, les grands-parents ils jouent au ballon, mais les parents aussi ils sont sur leurs écrans, ils sont des digital natives comme on dit, c'est-à-dire que, voilà, et il n'y a pas que les parents non plus, parce que beaucoup de monde est devant son écran, puisque là on rencontre une partie du gouvernement ancien, mais qui était un peu occupé par son portable. Donc bref, il y avait quelque chose et l'écran était entré dans les familles et peut-être que les parents qui doivent avoir un rôle de modèle, mais qui doivent aussi déjà s'interroger sur la façon dont ils utilisent les écrans eux-mêmes, puisque eux aussi c'est entré dans leur vie. On n'a pas encore fait de recommandations pour les parents, en disant pour les adultes, il ne faudrait pas que vous fassiez ci, il ne faudrait pas que vous fassiez ça. Non, c'était occupé des enfants, on avait mis des pas deux, comme les 4 pas, mais il n'y a pas de 4 pas pour les parents. Donc, pourtant, le parent, qui est donc un digital native, il les regarde souvent, son smartphone, parce qu'il le regarde. Et il y a des nouveaux mots qui sont apparus, comme le phubbing, c'est-à-dire que vous avez tous eu des gens, quand vous êtes en train de discuter, tout d'un coup, il y en a un qui est en train de regarder son smartphone alors que vous discutez, on doit l'embêter. Et c'est ce que font les parents avec leurs enfants, puisque les enquêtes ont montré que 50% se laissaient se distraire par leur smartphone alors qu'ils sont en train de jouer avec leurs enfants, qu'ils l'utilisent pendant le repas et qu'ils jouent avec les parents. Il y a un autre nouveau mot qui est arrivé et qui ne concerne pas seulement les adolescents, mais aussi les adultes, c'est ce qu'on appelle la no-mobile-phobie, c'est-à-dire de ne pas avoir son téléphone portable qui marche, ou alors avoir tous les recharges de batterie possibles pour pouvoir avoir son téléphone qui marche toujours. Et puis encore des mots un petit peu plus compliqués qui sont l'angoisse prédépressive, parce que des fois qu'on ne soit pas liké, donc l'addiction, pas l'addiction justement, l'anxiété compulsive à regarder son smartphone,
qui fait que on peut un peu oublier son devoir, son travail de parent, pas son devoir, son travail de parent, et être un petit peu absent. Alors l'exemple et la parentalité, c'est pas gagné. Vincent vous a montré certaines photos, là je vous en montre d'autres. C'est un petit peu le problème. Le gamin, il se demande un peu où il est là. Les photos parlent d'elles-mêmes. C'est sûr que ça peut être compliqué, même quand on a une famille seule. Tout à l'heure, Catherine vous a dit que l'écran arrivait en effet en salle de naissance et que vraiment cet écran peut vraiment faire un écran à la parentalité. Même dans les premières minutes de vie, je pense qu'on a tout à fait le temps de téléphoner à ses copines ou d'envoyer des SMS pour dire qu'on a accouché et puis passer ce temps fantastique des 2 premières heures avec son bébé qui est en peau à peau avec le papa à côté. Eh bien non, il faut absolument qu'on est obligé d'aller sur son téléphone portable et c'est difficile parce que c'est quelque chose qui n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rendre conscient les parents que cet écran, il nous envahit un petit peu trop et qu'il y a un temps pour tout et donc c'est vraiment, je pense qu'il faut alerter, enfin alerter c'est un gros mot, mais il faut bien qu'on réfléchisse à la façon dont on est avec l'écran. Alors vous voyez, là il y a encore d'autres exemples, vous voyez, avec même un porte-smartphone sur le biberon, je trouve que ça c'est fantastique. Et pour arriver après avec cet enfant qui regarde de l'autre côté, parce que de toute façon sa mère ne s'occupe pas de lui alors qu'elle lui donne le biberon. Donc tout ça c'est des photos qui sont assez parlantes je pense pour le problème. C'est pour ça que le souci aussi, c'est que c'est pas sans danger, puisque bon, d'abord les parents présents absents, donc ce qu'on vient de dire, donc ça c'est les réflexions des enfants qui trouvent qu'ils se sentent délaissés et que leurs parents ils passent vraiment trop de temps sur leur smartphone. Alors vous voyez, parfois quand on leur donne la parole, on se fait bien descendre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis qui avait montré qu'il y avait plus 12% des accidents domestiques dans les endroits où ils étaient couverts par la 3G par rapport à ceux qui n'avaient pas encore la 3G. Et les Allemands qui l'an dernier ont montré que dans les noyades chez les enfants de moins de 2 ans, il y avait 1 fois sur 2 le distracteur qui était le smartphone. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait plus de l'enfant dans la piscine et qu'on arrivait à... Bref, tout ça, c'est pas du tout pour être culpabilisant. Là, je m'adresse à des professionnels, je ne m'adresserai pas aux parents comme ça. Mais c'est vraiment pour montrer qu'il y a le rôle de modèle et le rôle aussi de comment je me sers de mon écran et comment je peux faire pour être parent. Et c'est pour ça que la campagne se mettait sur ce qu'on a fait comme campagne, la meilleure interaction, enfin la meilleure application, c'est vous. Alors que faire? Donc il y a d'autres pays qui ont eu ce problème-là et qui ont réagi différemment. Les Allemands ont fait des affiches parce qu'ils en avaient marre de voir arriver les parents avec le téléphone à l'oreille alors qu'ils déposaient l'enfant à la crèche et qu'ils reprenaient toujours le téléphone à l'oreille sans demander du tout comment ça s'était passé. Donc ils ont fait des affiches, avez-vous déjà parlé avec votre enfant aujourd'hui? Les Canadiens, eux, ont dit qu'il fallait lutter contre la sédentarité, qui est en effet un gros fléau actuellement par rapport à nos enfants. Nous aussi, on a un peu, en plus des écrans, on s'occupe aussi d'essayer de lutter contre la sédentarité et on donnait des recommandations d'activité physique entre 0 et 4 ans, parce que ça peut commencer dès le début. Et puis, parce que c'est très très important que les enfants bougent, et même au niveau du bébé, on peut les faire bouger. Et ça, c'est la Fédération française de cardiologie qui a fait une image qui résume tout, qui montre que on prend plus de risques à rester dans son canapé à jouer que tous les accidents qu'on a pu voir. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon, une autre piste qu'on a pris pour aborder la problématique des écrans, sans parler des écrans, mais vraiment en remettant les parents jeunes plutôt, en face de leur enfant et en leur expliquant que chaque interaction qu'ils ont avec leur enfant va créer des synapses à l'intérieur du cerveau et va faire grandir le cerveau et que tout le temps passé avec des écrans tout seul peut nuire à cette construction du cerveau et que par contre l'écran peut très bien être là à condition qu'on soit en interaction avec les enfants, avec l'écran à côté. Par exemple quand on téléphone en visio avec ses grands-parents ou autre chose, là l'écran n'est absolument pas dangereux, au contraire ça a été génial et on a bien vu pendant le confinement tous les moments importants que l'écran a pu remplir et les missions qu'il a remplies avec brio quand même pour beaucoup de choses. Et donc l'écran, ce n'est pas le diable, mais par contre, les interactions sont importantes. Voilà. Je vais passer la parole à Thierry Cardozo. Voilà. Avec mon masque. Merci beaucoup. En fait, à Santé publique France, on travaille sur la prévention et la promotion de la santé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une approche très globale, en fait, à la fois donc, de réduction des risques, mais aussi de construction des environnements favorables. Donc on
on va à la fois repérer les interventions qui sont efficaces ou probantes et qu'on a besoin d'évaluer pour voir en quoi ces interventions vont permettre en effet de favoriser l'interaction, comme ça a été très bien montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point. Et donc du coup, c'est comment, en tant que professionnel, on réinterroge, on questionne sa posture pour pouvoir être soi-même un environnement favorable, ou pour les parents, disposer de l'information nécessaire, ces fameux repères, ou en tout cas, ce qui permet, dans le quotidien, d'interroger ses habitudes. Alors ici, je vais vous parler que de l'information que l'on a pu construire sur différents dispositifs d'information, à la fois pour le grand public, mais qui peuvent tout à fait servir de médias dans l'interaction professionnelle parent. Et également, bien sûr, on soutient des actions des partenaires, donc tout un réseau de santé publique, comme par exemple aujourd'hui sur la campagne AFPA. Donc on a d'abord effectivement un site institutionnel qui est plutôt pour les professionnels, les journalistes, où on va trouver un certain nombre de points de repère. Donc on a commencé à travailler depuis maintenant 4 ans sur donner ces points de repère, et donc on a regardé ce qui était connu sur les dangers, les risques chez les tout-petits par exemple. Et puis on a construit cette année, et on continue de le compléter. Il sera complètement complet dans sa deuxième version à la fin, milieu de l'année 2021, où on ira jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est un site internet qui s'appelle Agir pour bébé. Il s'adresse aux futurs parents ou parents de tout jeunes enfants. Et il a, entre guillemets, l'originalité de partir d'un outil qu'on appelle un outil en pratique qui part des conditions du quotidien. Et donc ici, par exemple, on a dans la chambre, et on peut pointer sur c'est un site interactif qui est d'ailleurs sur le smartphone. On utilise les outils eux-mêmes pour pouvoir entrer dans le sujet, et donc de voir en quoi à la fois on a des recommandations telles que ces fameux repères, mais aussi rappeler que c'est aussi l'occasion de développer l'interaction lorsqu'on fait plein de choses, et toutes les choses qu'on a pu voir tout à l'heure, toutes ces occasions finalement qu'on peut prendre aussi pour développer l'interaction. Et donc souvent, il y a ces questions de bien-être émotionnel, comment on peut lâcher l'écran aussi pour profiter de l'interaction. Mais ça donne aussi des informations sur toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la dangerosité des écrans eux-mêmes. Donc c'est à la fois toujours une information globale, c'est-à-dire que si on ne va pas parler que de l'écran, on va aussi parler de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'activité physique, par exemple pendant le temps de la grossesse, c'est important. Donc c'est aussi l'occasion de, à chaque fois, se réinterroger quel est mon usage d'écran en tant qu'adulte, et de donner des points de repère sur finalement l'usage raisonné, rationnel, prudent, surtout sur les tout petits, les moins de 3 ans. On a d'autres sites comme Manger Bouger qui là va s'appuyer sur les recommandations du Plan national nutrition santé pour la population générale, et qui va plutôt viser, alors c'est pas des pas, c'est plutôt d'aller vers, donc c'est plutôt de limiter, on va avoir un discours qui permet peut-être d'être plus dans la vie réelle en fait. Les écrans, ça fait quand même partie vous l'avez tous dit, de l'environnement. Donc c'est plutôt comment avoir cette relation et s'interroger sur, mais finalement, au fond, quelle relation j'ai avec l'activité physique, quelle relation j'ai et en quoi l'écran vient faire écran finalement à ces choses importantes. Il y a des pages spécifiques pour les adolescents. On parle notamment du cocktail à éliminer, qui, on avait vu sur les images tout à l'heure, le canapé, la TV, l'ordi et le grignotage. Donc on voit bien qu'ici, on ne prend jamais l'écran tout seul comme quelque chose en l'air, mais c'est vraiment l'écran dans la vie quotidienne avec toutes les autres interactions, toutes les autres choses qui sont intéressantes à faire. On soutient également le fil santé jeune qui là est plus orienté sur vraiment cette investissement de l'écran, les jeux vidéo. Et donc là aussi, on invite toujours à s'interroger en fait. Il n'y a pas d'interdit bien sûr, mais c'est plutôt mais où j'en suis finalement moi de ma pratique avec l'Internet, avec combien de temps je passe, est-ce que j'ai pas peut-être un peu de compulsion et voire même d'addiction. Et donc il y a des numéros et on peut appeler
et avoir quelqu'un en ligne quand on se sent vraiment pas bien, ou si les parents s'inquiètent, évidemment, peuvent appeler. Donc c'est la pratique des jeux vidéo, c'est aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a même, par exemple, Judson Brewer, qui est un grand psychiatre américain, qui parle de la FAB, la Facebook Addiction Disease. Donc c'est une vraie maladie maintenant, et notamment cette notion d'aller voir si on a des likes, c'est devenu vraiment quelque chose que les psychiatres commencent à regarder. Et donc, pour terminer, passer la parole à Marianne, à Santé publique France, on soutient les acteurs parce que on s'intéresse beaucoup à la cohérence des approches scientifiques. Et pour construire ces environnements favorables, c'est très important que les parents entendent les mêmes choses qui sont basées sur des fondements scientifiques et pas des opinions. Et évidemment, d'aller vers la population, c'est-à-dire de pouvoir, au final, permettre à tous les citoyens de se repérer dans ce dédale de questionnement. Voici. Merci, le Saint Graal. Bonjour à tous, merci d'être là et de nous écouter, tous ces experts, et moi qui ne viens pas du tout du milieu de l'expertise pédiatrique, mais plutôt d'usage numérique. Et c'est pour ça, je pense qu'avec Mpédia, on s'est rencontrés et on s'est dit qu'il y avait un travail à faire de terrain qui consiste en la conception et l'animation d'ateliers à destination des parents et aussi des professionnels de santé. Donc c'est comme ça que sont nés les ateliers, la meilleure application pour votre enfant, c'est vous. Là, il y a une image qui a été prise pendant un de ces ateliers. Pourquoi est-ce que ces ateliers ont été imaginés? On reprend un peu les constats évoqués avec les intervenants précédents. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient très inquiets et qui ne savaient pas comment faire pour gérer ces écrans dans leur quotidien, notamment pour pouvoir être de bons parents et avoir peut-être des solutions, des façons de fonctionner avec ces outils. Ils sont mal informés, avec assez peu d'informations stabilisées et qui ne soient pas trop alarmistes. On a quand même les médias qui relaient beaucoup d'informations qui font peur. Et puis, ils ne savent pas aussi comment aborder la question avec leurs propres enfants, quel que soit leur âge, puisque nous, dans les ateliers, on avait à la fois des parents de très jeunes enfants, mais qui ont parfois des frères et sœurs plus âgés. Les ateliers, donc, ils ont été construits en s'appuyant sur un outil. Alors, l'outil, j'en ai une version là, voilà, hop, que je vous montre, qui est donc ce jeu de cartes. Ce jeu de cartes qui a été donc proposé par Mpédia, par l'AFPA, diffusé par la Fondation pour l'enfance avec le soutien de Santé publique France, et Médiacité intervient davantage sur le volet animation et formation à l'animation des ateliers. C'est un outil donc, qui a un grand format comme celui-là pour pouvoir faciliter la lecture à plusieurs, et puis un autre format un peu plus petit de jeu de cartes traditionnel. Il repose en fait sur chaque carte de ce jeu. Vous avez des images qui représentent des situations du quotidien. Et ces images, elles sont dans deux sens. Un sens où l'écran est présent, donc c'est la même image que je vous ai mise sur la diapositive. Et puis si on retourne, on a cette situation du quotidien avec l'absence d'écran et comment ça pourrait fonctionner autrement. C'est des cartes qui vont représenter une dizaine de situations du quotidien. Ce sont des images, donc souvent cette image elle parle beaucoup plus aux parents que n'importe quel discours descriptif. Ils se reconnaissent facilement dans ces situations du quotidien. On va avoir des situations autour du ménage, du petit déjeuner, du repas, tel que la carte que je vous ai montrée. Et de suite, ça peut déclencher des interactions très facilement. Parce que tout de suite, ça fait appel à des situations qui sont vécues et à quel moment ces écrans ont pu interférer dans l'interaction qu'ils avaient avec leurs enfants.
Alors, voilà, le dos de la carte, donc il y a d'un côté les petits dessins et derrière, il y a au dos de la carte une invitation. Une invitation à creuser un peu ses connaissances, savoir qu'est-ce que l'on sait de cette situation. Et là, vous avez donc une explication fiable, simple, pédagogue, et qui vous explique le rôle des interactions avec l'enfant dans la scène. C'est replacer vraiment cette question de l'interaction qu'on évoque depuis plus d'une heure dans ces situations du quotidien. C'est le moment aussi où les parents trouvent le temps de s'interroger par rapport à tout ça. Donc je vous en ai mis d'autres pour que vous ayez des exemples. Donc on a une petite scène où on a un papa qui est assis sur un canapé et un enfant qui est dans son cosy à côté. Et puis l'adulte qui est avec l'enfant n'est pas disponible puisqu'il regarde son écran de smartphone. Et si on retourne la carte, on a une proposition qui est de pouvoir interagir directement avec l'enfant. On met le portable de côté et là on peut échanger directement avec lui. Et puis le dos donc, de cette carte qui vous présente le saviez-vous qui vous permet d'avoir plus d'informations. C'est aussi un outil de repère pour des professionnels qui peuvent du coup s'appuyer sur ces contenus-là pour pouvoir échanger avec les parents simplement en le lisant à haute voix ou en discutant avec eux. Je vous en ai mis d'autres pour que vous ayez d'autres exemples avec un adulte et alors c'est pas un tout petit bébé, là c'est plutôt un enfant un peu plus âgé qui est en train de regarder un écran. Et la proposition, c'est dans l'autre sens, et de pouvoir plutôt regarder l'écran ensemble pour pouvoir échanger à propos de ce qu'on y voit. La dernière carte du jeu qui vous est proposée, c'est une carte de défi. Donc cette carte de défi, c'est une carte qui est souvent utilisée en fin d'atelier et qui permet de se projeter, d'essayer de se poser soi-même son défi, son changement, comment on va pouvoir modifier sa façon d'utiliser les écrans et la place qu'ils prennent dans notre quotidien et comment on s'engage à le faire. Alors c'est des petits défis tout simples, mais on demande aux parents de s'engager. Donc ils écrivent sur un post-it leur engagement à relever ce défi. Ils le partagent avec les personnes qui sont dans l'atelier et c'est affiché. Après, voilà, c'est une forme de réflexion et pour poser les choses avec les parents pour qu'ils puissent être dans cette approche de transformer la manière dont l'écran a interagi au milieu de leur relation avec l'enfant. Alors les retours qu'on a sur les premiers ateliers qu'on a pu mener, ils sont assez positifs. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les parents expriment vraiment un intérêt à pouvoir prendre du temps pour parler de ça. C'est assez rare qu'ils puissent se poser et échanger avec d'autres parents qui parfois vivent les mêmes choses qu'eux, les mêmes questionnements ou ont trouvé des astuces. Mais prendre le temps de se poser et de pouvoir en discuter, voilà, c'est quelque chose qu'ils trouvent d'assez précieux. Ce qu'ils apprécient, c'est pouvoir avoir une information claire et simple, et puis surtout ne pas se sentir jugés ou coupables de l'usage qu'ils peuvent avoir des écrans dans leur fonctionnement au quotidien avec leurs enfants. Et puis c'est aussi le moment où ils peuvent en parler avec les plus grands. Nous, ça nous est arrivé d'avoir pendant l'atelier des parents accompagnés d'enfants plus âgés que les aînés en fait des fratries, et pouvoir aborder cette question des écrans avec eux, c'était quelque chose que les parents avaient trouvé très intéressant, et prendre le temps de se poser, d'échanger avec leurs aînés là-dessus, c'était vraiment important pour eux. Comment ça se passe un atelier? C'est assez simple en fait. C'est assez simple, c'est un moment qui dure environ 30-45 minutes.
C'est ce qu'il faut pour que on se dise qu'on a le temps de prendre la parole, on a le temps de libérer sa parole, on a le temps aussi de poser des questions, de pouvoir échanger. C'est un petit groupe. La proposition qui est faite, c'est de travailler avec des ateliers de 8 personnes. On peut aller jusqu'à 10. Au-delà, c'est très compliqué pour que la parole circule et que tout le monde ait le temps de s'exprimer et d'écouter. Et puis, il faut qu'il soit animé par une personne qui, dès le démarrage, instaure un climat qui soit un climat propice aux échanges, qui soit un climat qui permet ce que les échanges se passent librement, sans culpabilité, dans la bonne humeur, parce que c'est important de pouvoir aborder ces questions-là aussi dans la bonne humeur. Vous voyez la photo d'un des ateliers qu'on avait mené dans un salon où on avait pas l'air triste. Si vous souhaitez vous-même mener des ateliers au sein de votre structure ou pour votre structure, on a imaginé des temps de formation, des modules. Alors, contraintes sanitaires oblige, on a essayé de construire une réponse en visioconférence à distance. Donc, il y a 2 dates qui sont pour le moment programmées. Une, donc le 23 novembre de 10h à midi, ou alors le 3 décembre de 10h à midi. Sachez que donc, la prise en charge de la participation de cette action de formation est complètement inclus dans les partenaires, dans le financement que les partenaires financiers proposent à la meilleure application pour votre enfant CE. Et je crois qu'il y a un formulaire d'inscription qui sera disponible sur le site d'Nvidia pour pouvoir vous inscrire. Je vous laisse peut-être, je rends la parole à la présidente de l'AFPA pour les échanges, pour des questions et réponses. J'essaye de trier un petit peu les questions. Alors, j'ai des questions en premier lieu sur les interactions. Alors, j'ai Dominique qui demande comment sensibiliser efficacement sur l'importance des relations duelles avec l'enfant sans écran. Beaucoup d'enfants ne semblent pas intéressés. Et une autre personne me dit aussi, malgré toutes les recommandations, il semblerait que les parents n'arrivent pas à les mettre en application. Est-ce que Emmanuel veut... Je peux faire une réponse, mais je pense que ça sera complété par... Oui, mais j'ai des questions aussi pour Catherine après. Donc voilà. Si tu veux commencer, oui. Quand j'entends que l'enfant puisse ne pas être intéressé par la relation duelle, c'est-à-dire qu'il s'est habitué à ne pas en avoir, a priori. C'est qu'il faut donc reconstruire quelque chose. Les parents ne sont pas intéressés. Alors j'ai mal compris la question. Parce que peut-être justement, il faut découvrir le plaisir de cette relation. Il faut accepter de redécouvrir quelque chose et de construire quelque chose de partagé. Il ne s'agit pas seulement... pardon, oui, c'est vrai, il faut que je regarde aussi... il ne s'agit pas seulement d'avoir un savoir. On apprend à être parent comme on apprend à se développer et à jouer. Je pense qu'on est tous pareils, on peut tous être désemparés. Personne n'a les secrets de comment c'est être parent. Il faut se donner du temps et c'est vrai que quand on est un peu plus désemparé, il faut s'appuyer sur les professionnels. Les pédiatres, on en a plusieurs ici, mais beaucoup de professionnels de la petite enfance sont tout à fait capables d'accompagner les parents. Donc il faut accepter d'être accompagné pour quelque chose qu'on découvre, comme le bébé découvre ses parents, le parent découvre son bébé. Et on peut prendre beaucoup de plaisir. Mais il y a peut-être parfois un peu une étape à franchir en se faisant confiance, en se disant qu'on est capable. Ça aussi, c'est très important. Tous les parents sont capables d'être parents, en fait. Et puis, aucun parent n'est parfait. Mais le bébé apprend aussi dans l'imperfection à se construire, pas seulement dans la perfection. Donc, moi, je ne vois pas de difficulté. Je trouve ça tout à fait normal de ne pas être à l'aise avec ça. Alors, j'ai une question, peut-être pour François-Marie. Quelqu'un qui rebondit un peu sur notre campagne qui privilégie l'éducation aux interactions parents-enfants et qui nous dit, bon d'accord, il est essentiel de faire cette prévention, mais il faut également penser à la prévention sur les effets des écrans et cela doit être mis en avant et dit dès un mois.
les effets nuisibles. Je pense que c'est ça ce qu'on Je doit pense parler. que c'est sous-entendu. Je crois qu'il faut être très, très, très cool par rapport aux effets nuisibles parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a la fatigue visuelle, par exemple, quand on se repose, la fatigue visuelle a disparu. L'obésité, elle n'est pas du tout due à l'écran. Hein. L'utilisation importante des écrans va certainement augmenter la sédentarité, mais ce n'est pas ça qui va être responsable de l'obésité. L'épilepsie, on a vu que c'était vraiment ceux qui avaient une épilepsie photosensible, et c'est vraiment très très peu de personnes. Ce n'était pas la peine de mettre des étiquettes dans toutes les boîtes de jeux vidéo en disant attention à l'épilepsie, puisque ça concerne très peu de monde. Et après, de quoi on les accuse encore, c'est certainement pas de créer des troubles d'autisme ou d'autisme virtuel, ce qui n'existe absolument pas. Il est évident que si vous n'avez aucune interaction avec vos parents, vous allez avoir des problèmes de développement, des problèmes de comportement, mais l'écran, lui, il est pour rien. Ce n'est pas l'écran qui l'a créé. La lumière bleue par rapport au sommeil, c'est vraiment très faible. Je pense que la connexion permanente pour le sommeil, c'est sûr, c'est embêtant d'avoir un téléphone portable à côté de soi quand on veut dormir. Je crois qu'il faut vraiment protéger le sommeil, mais tout ça, moi, en parler déjà avant un mois en plus, non, je pense que c'est pas... Moi, je crois surtout, c'est les informer de l'usage qu'ils font de leur téléphone. Et par exemple, la tumeur cérébrale, je pense qu'il y a plus d'accidents sur la route, d'accidents de voiture et de morts par accident de voiture que de morts par tumeur cérébrale due au téléphone portable. Des choses comme ça, je crois qu'il faut arrêter de les rendre coupables de tant de choses. C'est plus des problèmes d'interaction. Petite question subsidiaire pour François-Marie. Comment aider des parents dont l'enfant est surexposé aux écrans avec tous les symptômes qui vont avec? Alors, d'abord, le terme exposition, c'est un terme de chercheur, c'est un terme épidémiologique. C'est certainement, on n'est pas exposé à un écran, on est devant et on regarde quelque chose. Donc, on pourrait à la limite dire qu'on est exposé à un contenu. Mais là, de toute façon, je suis embêté parce que vous êtes toutes devant un écran depuis maintenant un peu plus d'1 heure. Attention quand même, vous êtes en surexposition. Non, le temps d'écran, le temps devant l'écran, ça ne veut rien dire du tout. Après, s'ils sont surexposés devant l'écran, c'est peut-être aussi qu'ils ne sont pas surexposés devant leurs parents, ni surexposés devant le match de ballon de foot, ni surexposés devant les crayons de couleur, ni surexposés devant le tableau, quoi. Je veux dire, il faut leur apprendre. Moi j'ai quand même une chose, je trouve que c'est toujours important et ça peut servir pour tous les événements, tous les éléments d'une vie familiale, c'est que je pense qu'il y a des règles, des contrats, des choses à mettre en place, et moi je recommande toujours aux gens de faire un conseil de famille 1 fois par semaine, par exemple le dimanche soir, parce que c'est le moment où l'angoisse du lundi arrive, et on parle un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine, de ce qui n'a pas plu aux parents, de ce qui n'a pas plu aux enfants, donc on donne la parole, donc on est dans le dialogue, et puis après on se dit, la semaine prochaine on va faire des efforts là-dessus, et les écrans ils rentrent dans ce domaine-là, mais on ne va pas faire un conseil de famille pour les écrans, on va faire un conseil de famille pour la vie familiale, pour la vie de l'enfant, et pour comment on fait pour mieux se développer. Là, je pense que c'est un moment où en parler, mais s'il est surexposé et trop surexposé, c'est parce qu'il est sous-exposé à beaucoup d'autres choses. Alors, je reprends la parole, et puis peut-être plutôt pour Catherine. Dans cette conférence, il me manque les risques sur le développement relationnel de l'enfant avec l'adulte et les conséquences sur les acquisitions. Et une petite question subsidiaire pour Catherine aussi. La diversification menée par l'enfant ne nuit-elle pas aux interactions entre le parent et l'enfant lors de cet instant privilégié qu'est le repas avec bébé? La première question, c'est qui manquait le... Pardon? Le retentissement sur le développement psychologique de l'enfant. Quand il n'y a pas d'interaction, je pense qu'on a tous parlé... C'est une bonne question parce qu'on a dit ce qu'il fallait faire, ce qui était nécessaire de faire, et on n'a peut-être pas dit ce à quoi on aboutissait si on ne le faisait pas. Effectivement, vous avez raison de poser la question, et c'est un peu implicite, c'est que les interactions, qu'elles soient de langage, elles vont développer... Un enfant n'apprendra pas à parler si on ne lui parle pas. Et comme l'a dit Emmanuel, il vaut même mieux lui parler bébé et bêtifier avec lui et utiliser un ton de voix, ce qu'on appelle la prosodie différente, parce qu'il sait que quand on utilise ce ton-là, c'est à lui qu'on parle, et que quand on parle avec son conjoint, c'est pas à ce ton-là qu'on parle. Donc il sait qu'on s'adresse à lui,
Et c'est comme ça qu'un enfant n'a pas à parler. Si on ne lui parle pas, il n'apprendra pas à parler. C'est ce qui explique d'ailleurs que pour apprendre une langue étrangère, il vaut mieux aller dans le pays que l'apprendre sur Internet, où on n'a pas le côté affectif du langage. Donc, si on n'interagit pas avec un enfant, il ne se développera pas de façon satisfaisante, que ce soit dans le langage, que ce soit dans la motricité, si on ne joue pas au ballon avec lui, si on ne court pas avec lui, si on ne l'amène pas dehors, il aura une motricité qui sera moins bien développée. Si on ne dessine pas avec lui, si on ne lui apprend pas ton crayon, on le tient comme ça et on lui montre, il ne saura pas bien tenir son crayon. Et on sait que, par exemple, l'aptitude aux mathématiques est corrélée au fait de savoir monter aux arbres. Peut-être que je vous apprends ça, mais ça veut dire que quand on fait des mathématiques, on développe dans sa tête tout un tas de concepts qu'on a acquis en maîtrisant l'espace. Donc effectivement, si un enfant, et si on force le trait, les enfants qui n'avaient aucune interaction, c'était les enfants des orphelinats de la Roumanie autrefois. Les enfants qui n'ont pas d'interaction, c'est des enfants qui ne peuvent pas se développer. Alors, on n'en est absolument pas là, mais dans tout le développement, le neurodéveloppement de l'enfant, il y a la neurologie, c'est-à-dire comment est constitué son système nerveux, mais il y a aussi comment est constitué son cerveau. Et on sait qu'entre le cerveau et la neurologie, il n'y a que des liens. Et c'est les liens des neurones dont parlait tout à l'heure François-Marie. Et ce qui est intéressant, et en particulier ce qui est intéressant dans cette période des 1000 jours, c'est que tout n'est jamais perdu. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant a une grande plasticité et que nous, les professionnels, vous, les professionnels de l'enfance, vous êtes là pour aider à récupérer des situations qui partaient dans la mauvaise direction. Donc tout est toujours récupérable, bon, au maximum, si on peut, et puis il y a des rééducateurs pour ça, mais c'est ce qu'on doit expliquer aux enfants, c'est que c'est eux qui construisent leur enfant, d'abord et avant tout, bien avant les professionnels. Et la deuxième question, c'était par rapport à la diversification menée par l'enfant. J'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que qu'est-ce que c'est que la diversification menée par l'enfant? Moi, je dis que on est en train de conceptualiser et d'intellectualiser quelque chose qui s'est toujours fait. Quel est le parent normalement constitué qui, quand il dîne le soir, après une journée de travail, a son enfant de 6 mois dans la chaise haute à côté de lui, dès qu'il sait s'asseoir, on le met dans une chaise haute, sinon on l'a sur les genoux parce qu'on ne l'a pas vu de la journée, donc on le prend sur les genoux, qui ne va pas lui donner un petit bout de carotte qu'il est en train de manger, qui ne va pas lui donner un petit bout de pain. L'enfant le prend et le mange. Et ça, c'est la diversification menée par l'enfant. Je n'ai jamais vu un enfant de 6 mois à qui on donnait une pomme croquer dans la pomme. Donc, il faut arrêter de mixer, arrêter de tout mâcher à l'enfant, que ça soit lui mâcher des concepts, que ça soit lui mâcher des cours de baby gym, ou que ça soit lui mâcher des cours de judo, et lui mâcher l'alimentation. Il faut qu'il la prenne, qu'il la touche, qu'il la mange, et c'est ça la diversification menée par l'enfant. Et non, ça ne bloquera pas l'interaction, et ça ne bloquera parce que le parent, il ne va pas lui donner le petit bout de carotte comme ça sans lui parler. Il va lui dire, regarde la jolie carotte, tu vois, elle est orange, tu vas la prendre et tu vas la manger. Et il y aura une interaction. Voilà, enfin, je vous remercie de cette question parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que les enfants participent au repas familial. Alors après, j'ai une question sur ce qui est permis, interdit. Plusieurs questions. Jusqu'à quel âge doit-on interdire les consoles ? Quelqu'un qui aimerait savoir aussi, quid de la présence et de l'utilisation des écrans à l'école, et ce, dès la maternelle. Je ne sais pas qui aimerait répondre. Je vais bien répondre pour la console, puisque dans le 3-6-9-12, ce n'était pas de console personnelle avant l'âge de 6 ans. Mais là, c'est parce que l'enfant, il va pas arriver à comprendre, il va être très vite compulsif et il va très vite faire ça avec ses pouces et tout d'un coup, pof, il va avoir gagné, il ne saura pas pourquoi. Mais par contre, si son grand frère est en train de jouer à la console et qu'il va aller jouer avec la console avec son grand frère et qu'ils vont être en interaction avec le grand frère et tout, là, il n'y a aucun problème. Je pense que là, il y a de l'interaction. Hein. Mais tout seul devant une console, je crois que le 6 ans, la balise était pas mal déjà. Je pense que c'était une bonne chose. La deuxième partie, c'était... Les écrans dans les écoles et dès la maternelle. Je crois que s'il y a bien un endroit où on apprend, voilà, l'écran en maternelle, ça va être la télévision et les enfants, c'est la télévision sitter. Là, je pense que là, elle n'a pas sa place. Mais par contre, après, les écrans, c'est aussi un endroit où on peut apprendre à s'en servir et puis on a des choses à utiliser.
il n'y a aucune raison de se dire, oh là là, il ne faut surtout pas que les écrans rentrent. Et puis il y a le fantasme de la Silicon Valley où il n'y aurait pas d'écran dans les écoles, ça c'est un fantasme, c'est pas vrai. Alors, pour distribuer un peu le temps de parole, question pour... J'en ai d'autres pour toi après. Alors, pour Marianne, quelqu'un qui demande où on peut se trouver le jeu. En ligne sur le site de Mpedia, mpedia.fr. Et comment peut-on faire l'évaluation des ateliers? Alors justement, on va construire, on a déjà construit une grille qui est plus quelque chose qui nous permet d'avoir un relevé de satisfaction et d'intérêt des parents pour l'atelier. Ah oui, pardon, j'ai oublié mon masque, excusez-moi. Non, on va travailler sur une mesure d'impact. L'idée, c'est de pouvoir identifier auprès des parents qui ont pu participer à l'atelier, voir en quoi l'atelier a permis de modifier leur comportement, ou en tout cas d'emmener une réflexion autour de l'usage des écrans dans leur maison, dans leur foyer. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour fin 2020-2021. Et après, peut-être pour Emmanuel Devouche, quelqu'un qui me demande qu'en est-il des difficultés attentionnelles? Peu d'effets directs sur le développement, mais c'est le manque d'opportunités d'interaction sociale. Mais qu'en est-il des difficultés attentionnelles? Je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus. Je peux dire, au moins pour la première année, les 2 premières années, parce qu'il y a davantage mon domaine d'expertise, la recherche sur le développement de l'attention précoce, en l'occurrence, les premières années de la vie, premiers mois de la vie, on met en évidence que l'attention se développe dans l'interaction. Je vais être un peu redondant, parce qu'en fait, tout se passe beaucoup dans l'interaction, mais on voit bien comment se passe la communication précoce. Le bébé est vraiment dans un face-à-face très exclusif, avec une distance qui est favorable. Et il arrive, dès la naissance, à focaliser son attention sur le visage, qui est un attracteur puissant, et à maintenir cette attention pendant quelques secondes, c'est jamais très long, et puis petit à petit, il va être capable de développer sa capacité à partager son attention avec le partenaire à un objet, puis ensuite à partager ensemble l'attention avec le partenaire sur un objet commun, ce qu'on appelle l'attention conjointe. Mais tout cela repose sur ce qu'on appelle l'étayage parental, et donc sur la capacité ou de l'adulte ou du caregiver, au sens donneur de soins. Ça repose donc, c'est qu'il a besoin d'être accompagné, encore une fois, il faut qu'il soit tenu, supporté pour ne pas être dans une attention diffuse, puisque l'environnement il est fait de plein de stimulations. Et donc voilà, le partenaire est là pour le maintenir dans cette attention. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette attention-là qui se développe, c'est l'adulte, le partenaire, l'être humain qui est le vecteur d'attention le plus important au départ, et qu'ensuite il doit laisser sa place petit à petit et offrir le monde qui l'entoure en étant celui qui l'accompagne, en étant une base de sécurité, un point de référence. Merci Emmanuel, c'est très... Peut-être on peut compléter par rapport à la question aussi que, puisqu'on rejoint les écrans, qu'il est absolument recommandé de ne pas, qu'un enfant ne regarde pas un écran avant d'aller à l'école, parce que les maîtres d'école ont remarqué qu'il était toujours dans son dessin animé jusqu'à au moins la moitié de la matinée. Ça, c'est un trouble de l'attention qui est dû à l'usage des écrans. Et plus il est petit, moins il comprend ce qu'il voit à la télévision, ce qui fait qu'il est dans une attention qui n'est pas du tout une attention, mais dans quelque chose qui ne fait pas sens, mais qui l'alerte. C'est-à-dire que l'image, elle change tout le temps. Le petit ne comprend pas ce qui passe tout le temps, donc il est complètement parasité. C'est tout compliqué dans sa tête et automatiquement, il ne va pas du tout être rassuré et il va être pendant un moment perturbé. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une attention claire et saine au moment où on arrive à l'école et pas perturbé parce qu'on vient de regarder. Pour François-Marie, parce que c'est sur les jeux vidéo, et c'est un peu ta spécialité. Alors, certaines études montrent même un intérêt pour certains apprentissages. Pouvez-vous préciser? Et après, j'en ai une autre, mais peut-être que Emmanuel voudra compléter aussi. Est-ce que jouer avec son enfant avec un jeu informatique peut être aussi un moyen d'interagir avec lui? Bien sûr. Voilà. Non, mais oui. L'écran, lui, c'est pas parce qu'il va jouer. Si on fait quelque chose avec son enfant, s'il y a un écran là, on fait quelque chose avec son enfant, on interagit. Oui. Après, il y a des jeux vidéo qui sont extrêmement bien faits. Il y a des jeux vidéo qui apprennent, il y a des jeux vidéo qui soignent, il y a des jeux vidéo qui détournent l'attention pendant des soins douloureux aux hôpitaux. Il y a des jeux vidéo qui ont un support historique extraordinaire. Il y a des jeux vidéo qui développent des tas de choses.
c'est quand on rentre dans... C'est l'enfant qui va... Enfin, l'adulte, d'ailleurs, les addicts aux jeux vidéo, c'est des jeunes adultes, c'est plus des enfants, hein, les vrais addicts, qui sont ermites, qui ne mangent plus, qui ne sortent plus, qui tout ça. Ceux-là sont en danger, mais c'est peut-être pas le jeu vidéo qui est responsable, c'est peut-être un problème personnel. Et de même qu'un adolescent qui reste trop longtemps sur son jeu vidéo, la plupart du temps, c'est pas le jeu vidéo qui est responsable, mais c'est une dépression qui démarre ou autre chose. Hein. Je crois qu'il faut aller chercher la raison, mais il faut arrêter de culpabiliser. Enfin, je veux dire, moi j'ai tué plein d'Indiens des cow-boys indiens, mais c'était des petits bonhommes parce que j'avais pas de jeux vidéo. Qu'est-ce que ça aurait été bien si j'avais eu les jeux vidéo? C'est génial, mais par contre, je perds tout le temps contre mes enfants. Hein. Vidéo que, oui, que je connais un peu moi, aussi. Ah mince, à chaque fois j'oublie, pardon. Donc il y a vraiment des capacités, hein, que ce soit au niveau visuel, avec l'augmentation du champ de vision, de réflexe. Et puis avec certains jeux vidéo, on peut travailler la collaboration. On travaille en équipe, on est sur des quêtes ensemble et du coup c'est tout un volet de compétences, de savoir-être et aussi de savoir-faire, hein, puisqu'il faut une certaine technicité qui peuvent être développées grâce aux jeux vidéo. On peut parler un instant des enfants avec des troubles des apprentissages, voire des troubles envahissants du développement, pour lesquels les écrans et certaines applications spécialisées peuvent avoir un intérêt développemental absolument évident. J'ajouterais juste que oui, on peut jouer avec un jeu vidéo, on peut pas reconstruire l'interaction, mais on peut le faire aussi très bien avec un livre. C'est extrêmement porteur d'interaction et peut-être avec une dimension de créativité qui est probablement plus importante. Parce qu'on a beaucoup plus de liberté dans les images et les mots que dans ce qui est un peu imposé à un certain niveau dans le jeu vidéo. Alors, on commence à faire le tour. J'ai une question sur les films d'horreur. Classe de CP, 20 élèves sur 25 ont déjà vu des films d'horreur. Que faire pour sensibiliser les parents, mais aussi les grands frères et grandes sœurs? Qui est-ce qui aimerait répondre là-dessus? François-Marie encore? Respecter les âges. Ouais. Respecter les âges. Hein. On aurait pu faire la même question avec les films porno. Et alors après, une orthophoniste... Mais enfin, on donne la règle et après, elle peut être enfreinte par l'enfant. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est aussi aux parents de surveiller ce que regardent les enfants. On revient encore aux interactions. Qu'est-ce que tu es en train de regarder Alors, j'ai une question d'une orthophoniste. La question des contenus bilingues scolaires est aussi importante que le temps passé. Je n'ai pas bien compris. Les contenus bilingues scolaires, est-ce qu'elle veut parler des supports informatiques? Je n'ai pas compris. Des contenus bilingues. Alors, j'ai des questions sur la vue. L'impact sur le développement de la vue du jeune enfant. Et n'y a-t-il pas de plus en plus d'enfants avec troubles visuels? Non. Je pense que la myopie augmente parce qu'on est moins souvent à l'extérieur. Ouais. Mais ce n'est pas l'écran pour l'instant qui a montré être coupable de quoi que ce soit. Les gens qui passent beaucoup de temps à l'intérieur, les gens qui font beaucoup d'études sont très myopes plus que les autres. La myopie augmente et puis c'est génétique aussi. Mais... Enfin, Comment? La myopie n'est pas plus détectée qu'avant, je sais pas. Est-ce que la personne qui a posé la question sur le contenu bilingue pourrait préciser sa question? Ça, je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Alors, auriez-vous des idées pour faire prendre conscience aux futurs parents de la nocivité des écrans en salle de naissance? Atelier en anténatal, point d'interrogation. Oui, il faut supprimer. Je crois qu'il faut supprimer la télévision dans les chambres de maternité. Alors oui, nous on l'a fait dans le service de néonat, parce qu'on a un service de néonat où il y a des chambres pour les parents, et on n'a pas mis de télévision. Alors au début, ça a très surpris, et puis après les gens ils disent c'est quand même bien de ne pas avoir la télé. Et je pense qu'on se pouvait les supprimer de toutes les chambres de maternité, ça serait déjà une bonne chose et un bon exemple. Après, il y a les accros, ils auront toujours leur tablette, mais les autres, ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas besoin. Je crois qu'il faut parler avec les personnes en consultation. On a des parents en consultation médicale, de pédiatrie, qui prennent leur téléphone et qui regardent leur mail pendant la consultation. Je crois que
c'est à nous de leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez éteindre votre portable, mais il faut que nous, on soit fiables et qu'on ait éteint le nôtre aussi. Mais voilà, je crois que si on parle, souvent les gens ont une attitude dont ils ne se sont pas, ils n'ont pas conscience et il suffit de parler avec eux et d'essayer d'en parler. Alors j'ai une question, peut-être pour toi Catherine, ou aussi François-Marie, et peut-être aussi Emmanuel. Certains parents indiquent que les écrans apaisent leurs enfants. Quel argument avancer pour les convaincre qu'autre chose se joue? Alors, c'est une question à double tranchant. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est et on l'a vu pendant le confinement, et on l'a dit tout au long de cet après-midi, que c'est pas jamais d'écran, et que quelquefois, quand un enfant a couru tout un dimanche après-midi parce qu'il a joué au foot avec ses parents, parce qu'il a fait du vélo, ben on rentre, il peut très bien avoir un petit dessin animé sur l'écran le soir, comme on a tous après une journée de travail. Ou bon. Alors, est-ce que après ça apaise, c'est un temps de repos, c'est un temps de bon. Mais apaiser un enfant agité et énervé pour le mettre devant quelque chose d'automatique, je crois que ça marche pas. Je crois que ça marche pas du tout. Il va se calmer parce qu'il est devant la télé, mais ça ne va pas du tout calmer sa tension intérieure. Enfin, je ne pense pas. Et il sera toujours autant agité, sinon plus, quand l'écran sera éteint. Et moi, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours apaisé. Je pense que ça peut être aussi de la sidération, du repli. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut questionner et partager avec les structures, les institutions qui pourraient justement donner des conseils appropriés. Mais voilà, ce n'est pas forcément toujours de l'apaisement ce qu'on voit. C'est aussi une stratégie d'adaptation du bébé ou de l'enfant. Alors après, j'ai encore d'autres questions sur la régulation du temps sur les écrans. Comment réguler le temps sur les écrans pour les enfants alors que dans notre quotidien d'adulte, les interactions se font par écran, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et une dame qui me dit « Je suis professionnelle et nouvelle mamie. J'étais plutôt contre les écrans, mais avec la Covid, on est heureux d'avoir les écrans pour garder des contacts. » Ça, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Après, le temps d'écran, ça ne veut rien dire. Le temps d'écran, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on y fait. Après. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et ce qu'on a fait en dehors de l'écran ou ce qu'on n'a pas fait en dehors de l'écran. Ce qu'on n'a pas fait à cause du temps d'écran. Parler des écrans et des interactions dès l'entretien du 4e mois de grossesse avec la sage-femme. Je crois qu'on en a parlé largement. Et puis, c'est ce qui est prévu aussi avec le plan 1000 jours. Et de l'utilisation des écrans par les parents. Et de la coparentalité. De comment les deux parents se soutiennent aussi mutuellement face au temps qu'il va y avoir et peuvent partager le temps d'interaction. Alors une question un peu différente, c'est comment aborder le sujet des écrans avec les adolescents qui ont peut-être déjà des pratiques excessives ou non maîtrisées. Je sais pas si... Je crois que c'est pareil, je crois que c'est exactement la même chose. C'est pas tellement... ce qui est intéressant, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adolescent et chez le bébé, c'est aussi comment il va. C'est-à-dire qu'on voit des adolescents qui regardent beaucoup la télévision ou qui jouent beaucoup, enfin non, ils ne regardent pas la télévision, ils jouent beaucoup à leur jeu ou ils discutent beaucoup avec leurs copains, mais ils vont bien, ils font du sport, ils ont des amis, ça se passe bien au collège ou au lycée, tout va bien. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'aller les embêter sur leur usage. S'ils ont de la chance de pouvoir aller bien tout en faisant ça, je ne vois pas de quoi on s'inquiéterait. C'est pareil pour un enfant plus jeune. Si tout va bien, peut-être qu'il n'y a pas trop d'écran. Moi, je vois beaucoup de mes patients qui utilisent pas mal les écrans et qui vont très bien par ailleurs. C'est une question c'est tout un ensemble. Il ne faut pas être contre les écrans, comme on l'a dit, on n'a pas cessé de le dire cet après-midi, mais il faut être pour autre chose que les écrans. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si c'est un pédiatre qui nous interpelle. Quel est le rôle du pédiatre, médecin de famille, pour favoriser les interactions parents-enfants? On parlait tout au long à chaque consultation. C'est son métier. C'est notre métier. C'est son métier et je crois que nous, il faut qu'on rentre aussi dans On a découvert quelque chose justement en travaillant avec des masques. On s'est tous interrogés au début en disant
ils vont plus nous sourire. Bien sûr que si, ils sourient parce qu'on s'aperçoit qu'on force le trait au niveau du regard. Et c'est ça l'interaction. Et je crois que le professionnel de santé, qu'il soit pédiatre ou médecin, il doit absolument montrer l'exemple de l'interaction et poser des questions sur l'interaction. Quand on demande, ou par exemple au moment où la maman va mettre la tétine dans la bouche de l'enfant sans lui parler, c'est à nous de dire mais pourquoi vous lui mettez, ou expliquez-lui que je vais le vacciner et qu'il va avoir un peu mal. Et c'est en disant tout ça peut-être qu'on apprend à... Quel est l'avis de mes confrères par rapport à ça? La consultation de pédiatrie, c'est un moment privilégié d'interaction où les parents viennent parler d'un enfant, parce que moi, ils viennent toujours avec un enfant à la fois, un parent ou deux parents. Donc c'est vraiment, je crois que c'est lors de chaque consultation que c'est mis en avant, puis dès la maternité. Peut-être que le confrère voulait dire ça, c'est ce que j'ai dit sous forme de boutade par rapport au fait de prendre l'apéro le soir. Je crois qu'il faut faire prendre conscience quand on est consulté pour des enfants agités ou énervés, faire prendre conscience aux parents de quelle vie on fait mener à l'enfant. Et moi, ce que j'essaye je pense qu'il faut qu'on dise, nous, tous les professionnels, le message le plus fort qu'on puisse faire passer à des parents, c'est que l'enfance, c'est court dans une vie de parent et que ça vaut bien de sacrifier 10 ou 15... Enfin, sacrifier. De donner à son enfant, de sacrifier de notre propre vie 10 ou 15 ans, on aura tout le temps de s'occuper de nous après parce que c'est constructif pour l'enfant et c'est ça qui est important pour lui. Et les parents ont toujours l'impression que il faut qu'ils fassent tout en même temps. Non, pendant un certain temps, c'est l'enfant, 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 l'enfant. Et après, il y aura tout le temps. Et avant, il y a eu le temps et après, il y aura tout le temps. Moi, je peux le dire puisque je suis grand-mère maintenant et que j'ai passé l'âge d'être parent, mais c'est très très court une vie de parent. Donc, il faut s'en occuper bien. Alors, j'ai quelques autres petites questions qui sont arrivées. Les interactions par WhatsApp, FaceTime. Très bien. Est-ce qu'un enfant peut devenir accro aux écrans? C'est ce que je disais tout à l'heure. S'ils ne sont pas accros, c'est qu'il se passe quelque chose. Tout ce qu'on a dit avant, si on ne le fait pas, il peut aller s'y réfugier, ça peut être un repli parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Et, voilà. Alors après, par contre, l'addiction au smartphone, c'est plus de l'anxiété compulsive que de l'addiction. Il faut savoir que tout est fait pour que quand on arrive sur son smartphone, il y a plein de choses qui clignotent et on va les voir, on va les voir, on va les voir. Donc, puis il ne faudrait surtout pas passer à côté de quelque chose. Donc les ados qui sont toujours sur leur smartphone, je suis tout à fait d'accord avec toi que s'ils vont bien, il faut les laisser tranquilles, mais il faut aussi leur apprendre à protéger et leur sommeil, c'est ce qu'on avait dit, ça c'est la chose la plus importante. Et la deuxième chose, quand ils travaillent et qu'ils ont quelque chose d'important à faire, il faut leur expliquer, enfin leur apprendre qu'ils sont en train de se faire rouler par le smartphone parce qu'ils restent trop longtemps sur leur smartphone, parce que tout est fait pour qu'ils y restent longtemps, qu'au moment où il a quelque chose d'important à faire, il a intérêt à supprimer toutes les notifications ou ranger son smartphone et il le reprendra après. Il faut leur apprendre le mécanisme du détournement, du piratage de l'attention par le smartphone, parce qu'ils n'aiment pas se faire rouler. Donc quand on leur apprend que des fois ils se font rouler, ça va mieux. Mais ça faut déjà que les parents soient conscients qu'ils se font rouler eux aussi par le smartphone. Donc c'est de l'éducation, c'est de l'apprentissage, c'est de la vulgarisation. Mais addiction, c'est pas de l'addiction. Que dire à un ado qui est le seul dans sa classe à ne pas avoir de portable et ou de tablette et qui se sent différent? Catherine? Ça dépend quel âge il a. Un ado. Je crois que il faut que ses parents lui expliquent pourquoi il est dans cette situation-là et je pense qu'il l'accepte très très bien. Et si on lui a expliqué pourquoi, après si ce sont des arguments fallacieux, c'est pas défendable. Mais s'il a 12 ans, c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas de portable. S'il en a 17, il faut qu'il en discute avec ses parents. Et il faut dire aux adolescents qu'ils doivent parler avec leurs parents. Il faut dire aux parents qu'ils doivent entendre leur adolescent, discuter, et au final, jusqu'à preuve du contraire, c'est le parent qui décide. Le dimanche soir. Conseil de famille. À l'adolescence, c'est quand on est... les parents d'adolescents doivent apprendre à négocier. Et l'adolescent doit rentrer dans la négociation et après,
au final, c'est toujours le parent qui décide. Alors, beaucoup de collèges donnent des tablettes sans accompagnement aux usagers, je pense. N'est-ce pas là un piège éducatif et une erreur pédagogique? Qui veut répondre? À moi. De tablettes? Les tablettes données dans les collèges sans accompagnement. Bah oui, c'est donné sans accompagnement. Oui. Alors, il y a des questions d'orthophonie, parce qu'on me dit le contenu des applications et jouets interactifs deviennent le bain de langage des enfants en orthophonie. Ah oui, ça veut dire... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les enfants rapportent ce qu'ils ont entendu automatisé dans les applications. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, Ouais, c'est c'est l'usage professionnel et utile des écrans. Les orthophonistes utilisent beaucoup, en particulier pour l'éducation, les pictogrammes. Alors avant, c'était des pictogrammes sous forme de carte, maintenant, c'est des pictogrammes sur ordinateur. Sur les tablettes, oui. Et certainement, il y a... Et pour les enfants qui ont des troubles de l'acquisition du langage, c'est très utile. Je ne connais pas les techniques des orthophonistes, mais ce sont des professionnels remarquables à qui il faut faire totalement confiance. Et si elles utilisent l'informatique, c'est que c'est une bonne application. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a encore des questions sur l'usage des écrans dans les écoles. Est-ce qu'il y a des programmes connus avec des partenariats possibles? Je ne sais pas répondre. En tout cas, pour avoir questionné l'éducation nationale, on n'en a pas eu connaissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, mais il n'y a pas, semble-t-il, de consignes nationales très claires sur les conditions de cette présence d'écran, les applications qui peuvent en être faites, la façon dont parents et enfants, avec les enseignants, peuvent utiliser cet outil commun. C'est en train de se construire, mais c'est encore en devenir. Hein. Il y a quand même quelque chose par rapport à l'éducation nationale qui pose vraiment question dans le développement des enfants et surtout des adolescents, c'est ce fameux pronote là, que les parents ont les notes en live, automatique, et que l'enfant et surtout l'adolescent, il n'est pas arrivé à la maison que ses parents savent déjà qu'il a eu 0 en mathématiques, et ça c'est terrifiant. Ça c'est terrifiant parce que ça fait des soirées ou des accueils d'enfants ou d'adolescents quand ils arrivent à la maison très 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 compliqués, alors que avant l'informatique et avant ces relations avec les professeurs et les parents savaient que l'enfant avait fait l'école buissonnière 2 mois après qu'il l'ait faite, et il y avait tous ces agissements un peu en marge qu'ont les adolescents, et qu'il est nécessaire qu'ils aient. Arriver en retard, sécher un cours, avoir une mauvaise note parce qu'on n'a pas travaillé, c'est nécessaire à la construction d'un adolescent, et il y avait un tampon temporel avant que le parent le sache et puisse se sanctionner éventuellement, parce qu'il doit sanctionner pour autant, même si c'est nécessaire à la construction d'un adolescent. Et ce tampon n'existe plus à cause des écrans et de l'informatique, c'est dommage. Donc, il est 16h30, donc je ne peux pas prendre d'autres questions, mais je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Et puis, je vais remercier l'ensemble des intervenants et toutes les personnes qui nous ont suivis. Et je vais clore la séance. Et puis, annoncer aussi que la table ronde va être mise sur le site, c'est ça? Donc, incessamment sous peu, vous retrouverez sur notre site Mpédia la table ronde. Merci à tous et au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.